Donc, bonjour à tous. Merci aux organisateurs. Merci particulièrement moi qui aujourd'hui, je trouve que c'est rafraîchissant à commenter en regardant la recherche en que je crois que les universitaires doivent encore découvrir leur plein potentiel en matière de recherche pour essayer d'explorer ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à se propulser vers la de nouvelles données, améliorer les services de l'organisation. Donc, moi, je suis le professeur chercheur à l'Université du Québec, directeur de la clinique professionnelle de dans lequel on a un modèle qui était intégré dans la trajectoire de soins de donc, avant, je déclare aucun conflit c'est parce que vous êtes habitué de peu ou de loin dans les cliniques universitaires. C'est un super de beau modèle pour, surtout dans le contexte des études, dans lequel on va avoir une organisation, l'enseignement et organise un peu les activités. En fait, quand on regarde un peu qu'est-ce que chacune des composantes, dans le volet soins et services, on voit que vous allez avoir des évaluations, des prises en charge, une complexité des besoins qui est variable selon le type de patient, selon l'étape dans la trajectoire. On a aussi, comme on est dans un contexte pédagogique, le désir d'avoir une continuité, une qualité des soins, puis une amélioration continue pour être le reflet des meilleures pratiques, considérant qu'on enseigne aux prochaines générations de cliniciens. On a aussi des ajustements qu'il faut faire parce que quand on a une ligne directrice, quand on a les meilleures pratiques, il y a qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est faisable de faire en fonction des caractéristiques réelles du terrain, des besoins de faisabilité. Donc, on a quand même besoin d'une adaptation, d'une flexibilité, ne serait-ce que pour respecter aussi les conventions collectives. D'un point de vue de l'enseignement, on répond à des exigences de formation, comme dans notre cas, nous, on est le partenaire principal du programme de physiothérapie qui forme des généralistes. Donc, on doit quand même avoir une offre de service qui est proportionnelle aux besoins du programme qui est associé. On a une formation pratique, donc ce qui signifie que les utilisateurs ou les étudiants qui vont avoir un continuum d'expertise allant du débutant à l'étudiant qui est terminal. Donc, on doit considérer dans la prise en charge patient qu'on doit avoir une flexibilité pour adapter la charge pour le volume et la complexité des cas. D'un point de vue aussi de l'enseignement, on veut développer progressivement la compétence professionnelle. On ne peut pas s'attendre à ce que l'étudiant soit pleinement disons, dans le sommet de son art pour chacun des patients. Donc, on doit avoir des mécanismes de qualité, de validation pour assurer la pertinence et la sécurité des soins. Tout ça sous l'œil des chargés de cours ou des superviseurs qui vont assurer. Quand vous regardez les deux colonnes suivantes, les deux graphiques entre l'enseignement et l'activité, ça occupe une charge qui est terriblement importante pour les utilisateurs cliniciens. Ce qui fait en sorte qu'on voit que les activités de recherche souvent vont être mis au second plan. Et on va essayer de regarder pourquoi. Dans cette situation-là, Martin, tout à l'heure, a évoqué que nous avons eu l'an passé un symposium pour regarder, entre autres, les barrières, les facilitateurs à la recherche. Donc, ici, je me suis permis de faire une petite synthèse. On va passer vite, mais on va les mettre pour être sûr qu'on soit tous sur le même pied pour comprendre les barrières qu'on doit considérer dans notre contexte. D'abord, la priorité est associée à la mission d'enseignement et service aux collectivités, ce qui veut dire que le temps terrain va être beaucoup orienté sur cet aspect-là. Ensuite, on peut avoir un accès qui est complexe aux données cliniques. Parfois, certains professionnels ou certaines cliniques n'ont pas une forme, vont avoir une façon très hétérogène d'archiver, de garder les dossiers patients. Des fois, certaines cliniques vont avoir des formulaires qui sont dans des bases numériques, d'autres qui sont papier. Donc, on a quand même une hétérogénéité pour avoir un accès facilement aux données pour la recherche naturellement.
La loi 5 ici nécessite qu'en fonction de l'organisation clinique, on doit respecter les contraintes, exactement comme les autres milieux de soins qui nécessitent qu'on ait mis en place un cadre de gestion de données, une prévisibilité pour permettre d'assurer la qualité, la traçabilité et le respect naturellement des niveaux. Donc, on doit avoir une organisation avant de pouvoir permettre des activités de recherche sur des données de rétrospective qui soient mises en place par un modèle de gouvernance dans la clinique. Un modèle de gouvernance qui est compatible avec le modèle qui découle aussi du vice-rectorat et de l'orientation de l'établissement, ce qui crée une certaine complexité dans certaines cliniques. Ensuite, la manière que les cadres de gestion sont faits, et ça, vous allez voir, vous allez avoir une présentation avec Tommy tout à l'heure qui va aborder, donc je n'irai pas là-dedans, mais certains cadres peuvent varier, ce qui fait en sorte que d'un site à l'autre, ça peut être difficile de comparer ou d'harmoniser certaines approches. Ensuite, une barrière qu'on a, même si on a une mission recherche dans les cliniques universitaires, en réalité, très peu, voire pas, vont avoir des ressources qui sont dédiées à la recherche en termes de ressources humaines, d'infrastructures, de consommables, parce que l'organisation est allouée un peu plus à la recherche et à la formation clinique, à proprement dit. C'est un élément qui n'est pas négligeable. Ensuite, quand on regarde dans les données probantes, on voit que certains cliniciens qui travaillent dans les cliniques vont rapporter que quand on imbrique ou qu'on apporte des activités de recherche, un sentiment de surcharge et une capacité opérationnelle qui est limitée. Donc, souvent, on va avoir l'impression que le chercheur veut dire comment faire certaines choses et ça crée des barrières qui sont, à mon sens, inutiles, mais qu'il faut considérer pour éviter d'avoir un sentiment de surcharge. Ce qui fait en sorte que quand on regarde l'ensemble de ces facteurs-là, on voit qu'il y a des barrières importantes à considérer qui ne remettent pas en cause la pertinence de la recherche faite, mais c'est des facteurs qui devraient être systématiquement considérés au moment des designs de comment faire la recherche dans ce contexte-là. C'est un peu les règles du jeu à considérer, en clair. Je me suis permis de vous faire une légère figure synthèse pour regarder si la recherche ne peut pas émerger de manière spontanée, est-ce qu'on peut s'organiser différemment pour favoriser cette émergence-là? Donc, au lieu d'être dans une recherche ajoutée qui est très chercheur-centrique, parce qu'on s'entend que pour faire des activités de recherche, on a besoin d'un financement, on a besoin d'un intérêt d'une équipe, on a besoin d'une opportunité. Et habituellement, c'est le projet qui vient d'un chercheur qui va être implanté. Donc, on est dans un modèle de recherche ajoutée pour les équipes qui sont sur place. Ensuite, cette logique fait en sorte que le projet est implanté plutôt qu'émerger à partir du besoin de la clinique. Ça fait une grande distinction. Pourquoi? Parce que quand le problème émerge d'un besoin clinique vu à la clinique ou d'un besoin pédagogique, on peut facilement impliquer, avoir une motivation des utilisateurs qui vont être beaucoup plus favorables pour le développement d'une activité de recherche. Et on va regarder plus tard qu'est-ce que je veux dire par là. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte où l'enseignement et le service clinique, c'est ce qui dicte le quotidien des cliniques. Donc, l'activité de recherche, si elle est perçue comme étant un extra non nécessaire ou non forcément relié aux charges de travail demandées par les utilisateurs, bien, c'est un modèle quand on ajoute une recherche, mais qui n'intègre pas les besoins que les cliniciens ont eux-mêmes rapportés, bien, ça peut faire une difficulté d'intégration, d'implantation. Donc, on peut avoir un super projet qui est très probant, qui est très pertinent d'un point de vue scientifique, mais qui va rester sur une tablette parce qu'on ne considère pas l'environnement dans lequel il va être implanté. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut explorer une approche qui est plus utilisateur-centrique où les problèmes de recherche prennent naissance sur la réalité de terrain, des besoins des équipes rapportés par un mécanisme qui nous permettrait de faire une collecte des besoins redondants. Et ensuite, sur l'expérience des utilisateurs, donc l'expérience des patients qui viennent consommer les soins de service à l'intérieur des cliniques pour identifier des perspectives de recherche. Dans ce contexte-là, le but, c'est plutôt de repositionner la recherche comme un outil au service clinique et de la formation pratique plutôt que l'inverse. Donc, est-ce qu'on peut répondre de manière scientifique à des problèmes qui émergent de la base? Dans la littérature, un des modèles qui nous permet de faire ça, c'est le principe du Living Lab.
on va appeler laboratoire vivant pour respecter la loi 101, mais comprenez que dans la littérature, on parle vraiment du principe de Living Lab. Dans les contextes des cliniques universitaires, ce modèle-là signifie que c'est un système d'innovation et d'apprentissage dans lequel les activités de recherche sont co-construites. Par qui? Par les étudiants, les chercheurs, les professeurs cliniciens, le personnel clinique et organisationnel, les partenaires cliniques et industriels et les clients partenaires, les patients en soi, si on est dans un modèle lié à la santé. En clinique, le but, c'est d'intégrer la recherche dans des protocoles, dans des processus qui sont existants plutôt que parallèles. C'est quelque chose qui peut sembler simple, ce que je viens de dire, mais qui en réalité, selon moi, est un game changer pour l'avenir de la recherche. Parce que quand on peut s'intégrer et avoir une utilité pour le clinicien, on vient de réduire une barrière motivationnelle, d'engagement et de pérennisation de certains services. On va regarder comment. La littérature nous dit que les laboratoires vivants peuvent se déployer selon plusieurs intentions différentes. D'abord, on peut avoir des projets qui sont éducationnels, donc pour la recherche dite pédagogique. On peut aussi avoir une expérimentation plus de type amélioration continue. Donc, le test bed, c'est lorsqu'on a des modalités qui sont déjà prouvées qu'on veut implanter. Donc, on n'est pas en train de venir développer une innovation clinique, mais on est plus en train de vouloir implanter une nouvelle approche, mais qui nécessite, sur le plan de la recherche, souvent d'évaluer la faisabilité, d'évaluer est-ce qu'on a les ressources, est-ce qu'on a une capacité, est-ce que ça répond réellement aux besoins de la clientèle qu'on voit. Ensuite, on a des recherches qui peuvent être stratégiques, donc orientées avec les alignements des organismes subventionnaires ou des priorités institutionnelles. Prenons un exemple. Lorsqu'on a, entre autres, l'émergence de, par exemple, l'approche culturelle, c'est dans les orientations, du moins à notre université, au niveau de la mission du rectorat, qui devrait s'implanter théoriquement par des actions concrètes dans toutes les strates de l'université. Donc, nous, pour développer une approche culturelle, quand on part de zéro, bien, on a besoin quand même d'un processus qui nous permet de développer un service clinique qui est cohérent avec une mission qui ne provenait pas forcément du besoin initial de la clientèle qu'on voit, mais qu'on veut répondre stratégiquement à l'orientation de l'établissement. Et ensuite, on peut avoir des projets qui visent à répondre aux problématiques qui ont été observées par le terrain. Et ça, c'est selon moi quelque chose qui est particulièrement pertinent pour nous ici. Et on va regarder pourquoi. En fait, le but, c'est d'être capable d'avoir une alternative organisationnelle pour pouvoir soutenir ça. Maintenant, comment est construit le principe d'un laboratoire vivant? Je vous ai fait une figure ici qu'on va reprendre dans chacune des diapositives en 3 couches. En fait, vous avez la couche du lieu, la couche de l'approche et du réseau. On va regarder concrètement ces 3 couches-là, qu'est-ce que ça signifie et comment on peut l'opérationnaliser dans le développement de nos cliniques. D'abord, d'un point de vue macroscopique, la couche réseau, elle soutient la mobilisation, la communication, la coordination entre les acteurs qui sont impliqués et elle assure qu'on ait une communication pour identifier les priorités et favoriser la collaboration entre l'équipe terrain, l'équipe de recherche et l'équipe administrative. D'une part, pour qu'on ait le même langage, pour qu'on ait une priorité qui est similaire. Ça peut sembler simple, mais la couche du réseau, vraiment importante pour la faisabilité. La couche approche, c'est la couche qui permet de recouper un peu le processus. C'est là que les chercheurs, on est habituellement excellents. On parle de méthodologie, on parle d'outils. Mais ici, on va être capable de s'assurer qu'on est un peu en contexte de coproduction. Donc, on arrive pour venir développer avec les utilisateurs la manière d'évaluer le problème, la manière de vouloir créer la solution expérimentale en considérant dès le départ les barrières de l'établissement dans lequel le projet va avoir lieu. Et ensuite, on a la couche lieu qui correspond à l'ancrage dans lequel on se situe pour être dans des situations réelles, pour considérer nos critères de faisabilité et aussi les besoins de la population. Donc, ça nous sert le lieu à définir dans certains cas les priorités de recherche. Donc, l'innovation clinique, ici, c'est un peu l'interaction entre les 3 couches. Et parfois, quand on fait un projet de recherche, on va être excellent pour développer une approche,
mais on va avoir une difficulté à le camper dans le lieu ou dans le réseau pour assurer une pérennité. Donc, je crois que selon la littérature, si vous n'avez pas de couche réseau, la pérennité à la fin du projet, on va avoir l'impression que si l'équipe de recherche ne demeure pas en place pour garder le projet vivant, le projet s'efface, sauf si on l'a intégré adéquatement dans un réseau. Maintenant, on va regarder couche par couche. Bon, la première couche, on va partir de la base, le lieu. Concrètement, quel est l'objectif? C'est de faire que le lieu de formation devienne un environnement où on repère systématiquement les problèmes qui sont prioritaires pour développer des idées de recherche. Comment faire concrètement? Un, ça nous prend une standardisation, un noyau minimal de qu'est-ce qu'on veut collecter en routine pour avoir accès aux équipes. Donc, ça peut être quelques variables stables, par exemple, qu'on pourrait faire pour faire une description de minimalement quelle est la population clinique qu'on voit, quelles sont certaines caractéristiques socio-démographiques pour camper. Ensuite, on doit être capable d'organiser au fil du temps, sans une étape parallèle, des données dans des formulaires qui peuvent se compiler automatiquement. Nous, par exemple, on utilise Medicine, dans lequel on a des formulaires qui sont préprogrammés numériquement. Donc, quand le clinicien entre les informations cliniques à usage clinique, avec un consentement que le patient va avoir signé pour une utilisation secondaire de ces données, bien, la donnée est uploadée automatiquement sur Medicine dans un fichier pour cette variable-là par patient, où on est capable de colliger les variables qu'on a identifiées. Donc, d'un clic, on est capable de voir sur une période X exactement l'évolution de cette variable-là. Donc, on génère un nombre de données qui est quand même importante et qui nous permet d'avoir un reflet qui est représentatif du besoin de notre population. Ensuite, on doit être capable d'avoir une logique de consentement utilisable dans le contexte des cliniques. Et sur ça, j'en parlerai pas plus parce que Tommy, tout à l'heure, comme c'est le président du comité d'éthique, il va vous en parler en long et en large. Mais c'est relativement faisable et simple de prévoir des bons consentements pour pouvoir utiliser nos données de manière rétrospective. Vous êtes probablement tous cliniciens. N'oubliez pas que quand on veut faire une fusion entre clinique et recherche, on doit être capable d'héberger de manière différente les données. Parce qu'avec nos autres professionnels, 5 ans après la fermeture des dossiers cliniques, on doit supprimer les dossiers. Donc, si vous n'avez pas une architecture qui permet que les variables sur lesquelles le patient a consenti qui deviennent hébergées automatiquement ailleurs, au moment de la suppression automatique dans votre système, bien, vous allez perdre des données précieuses. Qu'est-ce qu'on ne voudrait pas pour générer une base de données de recherche? Ensuite, on veut être capable de rendre la donnée retrouvable, exploitable en termes de traçabilité, de qualité et d'utilisation. Donc, plus vous avez des variables qui peuvent avoir un intérêt clinique pour l'utilisateur, plus on a de chances que ça devienne naturellement collecté de manière fiable parce que ça va dicter une conduite clinique. Donc, on est quand même capable d'utiliser une donnée qui peut avoir une double vocation. Ensuite, on doit être capable d'installer un mécanisme pour repérer les irritants. Donc, d'un point de vue des cliniciens, face à une population, quel est le besoin d'amélioration? Dans quelle situation ils se sentent dépourvus soit d'outils d'évaluation, d'outils cliniques, pour qu'ensuite les chercheurs puissent dire est-ce que c'est un problème d'accessibilité ou c'est un problème qui a réellement un trou dans la littérature? Ça nous permet de situer. Est-ce que c'est prioritaire? Est-ce que c'est redondant? D'un point de vue pédagogique, qu'est-ce que les étudiants n'apprécient pas lorsqu'ils viennent à la clinique? Est-ce que c'est un problème qui peut se développer par une approche expérimentale d'un point de vue pédagogique? Peut-être. Mais l'idée ici, c'est de faire un registre des irritants sur lesquels on est capable de venir camper quelles sont des priorités pour lesquelles on pourrait avoir une orientation d'amélioration et de développement. Ici, vous voyez que je parle souvent. Attendez un petit peu. Sur le plan pédagogique, même si moi, j'ai un intérêt de la recherche clinique, il y a aussi la recherche pédagogique qui peut être particulièrement intéressante pour des initiatives financées par le ministère. Donc, gardons en tête que c'est à ne pas négliger, même si c'est un peu moins usuel. Et parfois, ça peut faire un arrimage parfaitement plus simple avec certains professeurs cliniciens qui sont des experts de la pédagogie clinique et qui vont aussi faire face à des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, gardons en tête que si on veut un transfert de connaissances, avoir une fusion
ou une intégration de la pédagogie à l'intérieur de certains projets, ça peut être quelque chose d'utile pour une pérennité future. Donc, ici, la boucle 1, elle sert à quoi? En clair, à venir détecter les problèmes cliniques récurrents, les défis de supervision, les situations où on ne sait plus quoi faire, les écarts entre l'approche théorique ou l'approche pédagogique et la réalité terrain, et les priorités d'amélioration qui sont identifiées par les utilisateurs. Il y a quand même une grande distinction pour venir implanter un projet qui dit voilà la problématique qui est identifiée par vous, qui est jugée comme prioritaire pour vous, qui peut avoir un impact immédiat sur votre pratique, plutôt que voilà une priorité en oncologie que moi, chercheur, je trouve prioritaire et dans laquelle je vais vouloir vous sonder comme participant à une recherche à un moment donné dans mon approche expérimentale. Vous voyez que ça peut quand même faire une distinction de perception pour la motivation des troubles. Parce qu'en réalité, on produit la recherche pour qu'elle soit utile au monde clinique dans lequel on veut faire évoluer les pratiques. Donc, utiliser la perspective clinicienne, extrêmement important selon moi. Donc, ça vient un peu dire qu'est-ce que je me suis un peu scoopé. Et là, vous voyez que le pourquoi. Et puis, on est à l'écoute du terrain, plus c'est simple pour la phase de pérennisation du projet. Maintenant, on va regarder la couche approche. La couche approche, c'est important d'avoir plusieurs méthodes. L'approche multiméthode, c'est à la mode, mais c'est particulièrement important parce que c'est dans cette approche-là qu'on peut aussi considérer les barrières, les désirs des utilisateurs où viendra un moment qu'on peut avoir le gold standard, la mesure étalon ou l'approche étalon versus qu'est-ce que l'utilisateur est prêt de faire différemment dans sa pratique. Et le multiméthode nous permet de le comprendre. Là, vous comprendrez que je vais rester d'un point de vue macroscopique parce que les méthodes, vous êtes des experts pour faire vos designs, mais ajoutons quelque chose qui est utilisateur-centrique à vos méthodes pour regarder si on peut réellement l'implanter et comment le modifier en cours de route. C'est aussi une approche qui vise à faire en clair les co-développements. Donc, l'approche du paradigme, c'est la co-décision, le co-design, la co-planification, la co-implantation, la co-production. Et ça a l'air simple parce que moi, je vous dis ça en liste d'épicerie, très simple, je fais un check. Écrire ça dans un protocole très simple. Mais en réalité, si vous n'avez pas une clinique qui a dans son mode organisationnel du temps dédié à certaines réunions, un système qui nous permet d'avoir des avis pour lequel le clinicien sent que sa voix compte réellement, des étudiants qui vont arriver, qui vont partir, d'autres qui vont arriver, comment qu'on peut opérationnaliser ça? Si vous n'avez pas une structure qui permet de soutenir ça, ça devient facile d'avoir des co-utilisateurs, mais qui sont non représentatifs de ce qui se passe à l'intérieur de la clinique. Sauf si vous avez une clinique qui développe un modèle qui inclut ça dans ses pratiques de manière intégrée. Et ça, c'est différent. Parce que le chercheur n'a pas à implanter l'intégration. Vous avez une infrastructure de recherche qui le fait et vous devenez un utilisateur. Vous avez vu comment j'ai réduit mon ton ici. C'était pour créer une emphase que c'est, selon moi, super important. Et vous êtes un expert souvent pour développer dans votre expertise une nouvelle approche, un design, mais vous n'êtes pas forcément expert de l'opérationnalisation des mécaniques de recherche, de collaboration dans une structure où on a des conventions collectives, on a des droits de pratique, on a des barrières de budget. Donc, si vous avez un milieu qui vous soutient, c'est beaucoup plus facile. Comment ça fonctionne concrètement? Des approches pragmatiques, avoir une pensée évaluative, des design based, une approche centrée sur l'humain et l'utilisateur pour identifier les enjeux et les solutions. Donc, c'est une approche qui est importante et qui va permettre de faire que la recherche devient un processus d'apprentissage rigoureux, continu, dans lequel on peut avoir une influence sur les décisions cliniques pour que ça soit mieux fondé, une supervision qui devient plus structurée et surtout une érudition qui devient intégrée dans les programmes de formation plutôt que parallèle. Bon, je vais devoir faire une pause Kleenex, c'est enrhumé, donc désolé pour ça. C'est ça, avoir un jeune enfant à la garderie.
Donc, maintenant, on va regarder le modèle, la troisième boucle. Donc, quand on est au niveau de réseau, on ne veut pas que la clinique pilote elle-même la recherche, en fait. On veut plutôt que la clinique soit un système qui favorise l'émergence en mettant en place un réseau de collaboration, un réseau qui prend déjà en considération que j'ai besoin d'une transparence pour que l'équipe de recherche puisse le décréter, qu'on a besoin d'une communication directe qui est indépendante de l'équipe de recherche, une méthode qui permet déjà d'assurer la sécurité, parce qu'on veut faire de la recherche clinique dans la plupart des projets qui va avoir une double résonance, une résonance clinique et recherche. Donc là, il faut qu'on respecte la loi 5. Si vous voulez respecter la loi 5, mais en partant du chercheur, pas besoin de faire une étude de faisabilité, ça ne fonctionnera pas. Sauf si vous avez un milieu qui le fait, qu'on a déjà un cadre, qu'on a déjà des certifications éthiques, qu'on a déjà une infrastructure qui est cohérente avec ça et qui respecte déjà les diverses couches d'utilisateurs qui sont dans les cliniques. Un point qui est super important ici, je l'ai mis en gras, c'est pas pour rien. L'idée, c'est pas de instrumentaliser la clinique. On ne veut pas que nos étudiants stagiaires deviennent du cheap labor ou qu'ils deviennent sans aucun droit de réflexion. On veut plutôt que ce soit des utilisateurs qui sont impliqués. Donc, on ne veut absolument pas un modèle qui transforme l'apprentissage clinique qui est lié à un droit de pratique de manière déguisée en assistant de recherche. Et ça, c'est important d'avoir des designs qui permettent de respecter la liberté intellectuelle quand votre utilisateur est un clinicien qui a un droit de pratique, mais que vous voulez transformer sa pratique. On doit le considérer. Ce qui veut dire que la standardisation peut ne pas être les paramètres de l'intervention, mais le processus de rationnel pour faire une personnalisation de l'intervention. Ça, je sais que c'est source de débat. Là, je lance simplement la pierre pour vous dire que si on a une instrumentalisation, on vient de perdre un peu le principe d'un Living Lab qui, par définition, veut une coproduction sans imposition. Et ça peut être challengeant, mais en réalité, les cliniciens sur le terrain finissent toujours par personnaliser en fonction de ce qu'ils évaluent, de ce qu'ils voient. Donc, pourquoi ne pas considérer cette personnalisation au moment de faire le design? Challengeant, mais avec un modèle de co-construction, ça peut réellement être efficace. Et la littérature regorge de démonstrations, de preuves de concept, comme quoi que c'est fiable et valide. D'un point de vue de la clinique, il y a certains comités où il y a certaines façons de s'organiser qui est importante. On doit considérer la gouvernance. Donc ça, ici, je vous donne des exemples de qui peut le faire. La direction de la clinique, la coordination clinique de la clinique pour assurer des règles minimales, le principe de comment on collecte et on analyse à l'interne des priorités des besoins et qu'on fait l'arbitrage de faisabilité. Concrètement, ça veut dire quoi l'arbitrage? Vous allez voir, je vous propose un registre qui dit dans le cadre de la clinique dans lequel moi je suis, voilà tous les types d'emplois, voilà les caractéristiques des conventions collectives, voilà les ressources que j'ai, voilà les guides d'utilisation de chacun des équipements. Voilà les règles de priorisation entre recherche, clinique, service pour l'ordre des utilisations. Voilà un agenda. Bref, vous voyez qu'on est en train de faire un inventaire des règles du jeu si on veut utiliser des infrastructures. Nous, on a des équipements pour plus de 1,5 million. Pourquoi ne pas les mettre à disposition de la recherche si, en même temps, on a une façon que la gouvernance nous permet de gérer nos infrastructures de manière transparente au moment du design. Ensuite, on a besoin de penser aux opérations. Donc, les administrations cliniques. Est-ce qu'on a des ressources humaines pour le faire? Est-ce qu'on a un consentement opérationnel? Est-ce qu'on a une plateforme pour faire l'identification des besoins que le clinicien n'a pas l'impression qu'il doit remplir un fichier parallèle, mais que ça n'a pas de pertinence clinique? Est-ce qu'on peut opérationnaliser des choses? Est-ce qu'on a des équipements? Est-ce qu'on inclut les consommables ou pas? C'est des décisions opérationnelles qui doivent être prises. D'un point de vue académique, l'érudition, les données probantes, je crois, sont incluses dans chaque programme de formation, mais est-ce que la manière qu'on veut l'utiliser dans la clinique est cohérente avec qu'est-ce que les programmes de formation considèrent comme érudition? Est-ce qu'on veut qu'on ait une pensée critique érudite, une exposition à la recherche ou qu'on participe à la recherche? Tous des éléments qui doivent être réfléchis avec vos partenaires cliniques. Ensuite, l'utilisateur, le citoyen ou le patient, bien, quelles sont l'expérience vécue? Qu'est-ce qu'on veut améliorer en termes de clinique? Donc, ça ici, c'est 4 orientations de comité que nous, on inclut, entre autres.
dans nos livrables ici, on a 2 registres pour que ça soit opérationnel. Un, priorité clinique et pédagogique suite à ce qu'on a collecté, ce qu'on a analysé. Parce que même si nous, on ne dirige pas la recherche, on est quand même des personnes intelligentes, on est quand même une clinique qui veut s'améliorer d'un point de vue de son organisation, de ses services cliniques. Donc, on a des données cliniques routinières qui sont colligées. On a des zones d'incertitude, des insatisfactions que les étudiants nous ont rapportées. Donc, bref, on registre, on crée un livre, un registre de qu'est-ce qu'on doit améliorer au fil du temps dans un processus continu. Ensuite, la barrière que je vous ai décrite tout à l'heure, c'est un registre que nous, on met une fois par année à disposition. De manière opérationnelle, un comité de coordination qui va être réduite pour permettre de tenir à jour les registres, préparer des points de décision. Les points de décision de nous, la manière qu'on le fait, c'est plutôt une fois par année en regardant nos données. Qu'est-ce que la clinique juge prioritaire parmi tous les points d'amélioration à faire sur des critères qui passent ensuite au comité de direction. Ensuite, tout ne nécessite pas une certification éthique, tout ne nécessite pas un projet de recherche structuré comme on aime tous faire en termes de chercheurs. Donc, nous, dans les éléments qui sont dans notre registre, on fait un triage. Est-ce que ce problème-là peut s'améliorer juste par un ajout? Est-ce que je peux remplacer un questionnaire papier par numérique? Est-ce que je peux juste faire une formation parce que l'utilisateur ne sait pas comment bien utiliser cet appareil-là? Est-ce qu'on peut finalement implanter une nouvelle modalité qui est publiée, qui est utilisée dans d'autres milieux, mais qu'on n'avait juste pas la licence, puis qu'on achète la licence à ce moment-là? Est-ce qu'on peut faire ça? Et que là, on a une période d'essai pour que les utilisateurs apprennent à travailler avec cet outil-là, mais sans qu'on développe l'outil. Donc, bref, on a 2 trajectoires ici, puis on est dans l'amélioration clinique sans être un projet de recherche, mais pour lequel, d'un point de vue pédagogique, on peut faire une innovation sur comment l'érudition, dans le cas de l'amélioration des pratiques, se fait. Ensuite, on a la trajectoire qu'on croit qu'on va avoir besoin de recherche ici. Donc, comment on peut le faire? Bien, identification de ça, cette variable-là aurait besoin d'une certification éthique, d'un consentement puis d'un plan de gouvernance des données. Ensuite, on doit être capable d'avoir une cadence minimale. Donc, nous, on a des collectes qui se font, puis une fois par année, on met ça en commun, on établit une priorité et on les diffuse à nos collaborateurs dans notre réseau qui inclut les chercheurs. Donc, ça nous permet ici d'avoir une continuité aussi des projets parce que la clinique demeure quand les équipes se retirent. Les patients demeurent parce que c'est des patients de la clinique, donc on est capable de démontrer quels sont les besoins. Et on est capable d'avoir une évaluation structurée qui améliore à la fois le processus, qui oriente vers des besoins de recherche. Donc, la couche réseau, particulièrement importante. Donc, si on résume qu'est-ce que je viens de dire, la couche réseau nous permet de soutenir, donner une orientation, qu'on peut avoir après des modèles hybrides pour qu'on ait une réactivité à court terme, puis une implantation qui est durable. L'approche, la couche approche nous permet de transformer en orientation d'évaluation selon des outcomes plus liés à l'efficacité en soi. Et la couche réseau nous permet finalement de générer une approche outcome reported. Donc, on est capable de démontrer ici qu'on est en train de définir les besoins de notre milieu. Rapidement, je vous donne 5 éléments qu'un projet pourrait vouloir évaluer d'un point de vue de la recherche dans les cliniques universitaires. L'efficacité opérationnelle, l'orientation par les utilisateurs, la capacité d'innovation, l'apprentissage collectif et l'impact institutionnel. Et ça, c'est parfois des outcomes qu'on néglige en termes de recherche parce qu'on va avoir un cadre conceptuel qui n'est pas clinique universitaire proof, si je pourrais dire. Mais que ça, pour mesurer l'impact, quand vous regardez l'impact que ça a sur des programmes de formation, on a un impact plus grand qu'on pense parce qu'on forme la future génération. Donc, comme mot de la fin, si on veut améliorer, soutenir la recherche par les cliniques, je crois que les cliniques gagneraient à avoir une structure qui favorise l'émergence d'idées. Donc, le but, c'est d'essayer d'avoir une façon que dans le travail quotidien, on implique des éléments qui ont une incidence sur les décisions, sur le fonctionnement, plutôt que faire une approche qui est parallèle. Un laboratoire vivant exige une priorisation. Donc, on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps. Donc, c'est important d'avoir une clinique qui, par un mécanisme indépendant, priorise certains projets.
Et ensuite, on va être capable d'évaluer ce modèle parce qu'en évaluant, c'est comme ça qu'on est capable d'avoir un apprentissage collectif. Puis au final, une clinique universitaire, c'est le collectif qui devrait l'emporter sur l'individu. Donc, comme phrase de la fin, transformer une clinique universitaire en laboratoire vivant, c'est selon moi passer d'une recherche périphérique à une capacité collective d'apprendre, de s'améliorer, d'interagir et d'être centré sur l'utilisateur. Donc, je pense que ça va vous permettre, avec les cliniques, ça va nous permettre d'être réellement une érudition clinique appliquée. Merci.